Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons des sujets qui font l'actualité. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, une journée pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, un coup de projecteur, mais l'accès aux droits, c'est 365 jours par an et nos invités pour ce numéro sont investis dans cette question. Bénédicte Allier-Cohen, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Vous êtes adjointe au maire en charge de la culture, notamment à Guyancourt. Clarisse Gors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet emploi à FAS Yvelines. Anne-Laure Caro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du CIDFF des Yvelines, c'est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et Myriam Njimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association La Nouvelle Étoile à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Alors Anne-Laure Caro, j'aimerais débuter avec vous, puisque le CIDFF est un lieu d'accompagnement, d'information sur les droits, notamment ceux des femmes. Des problématiques qui sont encore importantes en 2022. Vous êtes souvent sollicitée ? Oui, on est très sollicité sur le département des Yvelines. On a 50 lieux de permanence qui sont très fréquentés, où on reçoit énormément de femmes qui ont des problématiques juridiques. En droit de la famille, en droit du travail, on reçoit également énormément de victimes de violences. Donc oui, en 2022, c'est encore d'actualité. Oui, et c'est pas seulement le 8 mars, j'imagine. Tout à fait, c'est toute l'année. Alors souvent, dans les droits des femmes, on parle beaucoup de l'accès à l'emploi. Les femmes représentent 48% de la population active en France. 83% des femmes entre 25 et 49 ans étaient actives en emploi ou au chômage en 2017. 97% des hommes. Ce sont souvent des temps partiels, des emplois à bas salaire. Clarisse Gors, à FAS Yvelines, les femmes font partie des personnes les plus accompagnées ou on est dans moitié-moitié ? Alors, on est vraiment au niveau de FAS, en effet, moitié-moitié. C'est vrai, je faisais le calcul un peu pour cette réunion. Oui, on a, depuis janvier 2021, on a eu 260 femmes environ. De plus en plus des femmes diplômées et de plus en plus de jeunes avec la Covid. Marianne Njimi, La Nouvelle Étoile a une très longue histoire. Au départ, au 19e siècle, si je ne me trompe pas, le but était d'aider les mères célibataires à aller travailler en ouvrant des places de crèche. La garde d'enfants, c'est souvent un frein à l'emploi ? Oui, ça reste encore un frein à l'emploi pour les mères célibataires. D'autant plus que celles que nous accueillons, nous rencontrent également des problématiques d'hébergement. Elles sont hébergées dans nos centres d'hébergement, que ce soit au CHRS ou sur d'autres lieux, et se pose la problématique de payer une nourrice quand on n'a pas une place en crèche. C'est compliqué sur toutes les villes. Et pouvoir avoir le service des nourrices indépendantes, c'est très compliqué au niveau financier. D'où le frein à l'emploi, évidemment. Et Clarisse Gors, comment vous accompagnez justement l'entrée dans l'emploi, le retour à l'emploi de manière générale et puis notamment les femmes que vous accompagnez ? Alors, c'est vrai qu'on est un club d'entreprise, donc les entreprises ont un rôle important, donc pas dans l'emploi, je le dis tout de suite en premier rendez-vous, non, on ne vous trouvera pas d'emploi, vous le trouverez bien tout seul, mais c'est cette connexion, les personnes qui nous sont adressées, donc il y a tout public, il y a beaucoup d'accidents de vie, surtout, donc déjà la reconstruction, la rencontre avec des professionnels pour confirmer leurs projets professionnels, parce que voilà, beaucoup de projets de reconversion, que ce soit chez les seniors, même chez les jeunes. On est vraiment sur des rencontres comme ça avec des professionnels et du parrainage, qui est l'action phare depuis 21 ans chez FAS. C'est un salarié en poste qui, tous les 15 jours, va recevoir cette personne pour l'accompagner par rapport à ses besoins. Est-ce que c'est son projet? Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que c'est le déchiffrage des offres? Voilà, tous les publics de 18 à 62 ans, quel que soit le niveau, simplement la personne qui est vraiment motivée et tournée et qui va savoir utiliser tout le temps qui lui est donné pour construire un projet vraiment clair et pouvoir se positionner sur le marché avec les bons outils. Alors, à cette période du 8 mars, souvent les communes se mobilisent. Je vous propose maintenant d'écouter Joséphine Colmals-Berger. La maire de Plaisir nous fait le point sur ce mois consacré à la question mis en place par la ville. Un mois
moi, c'est presque pas suffisant par rapport à toutes les actions aujourd'hui et tout ce que l'on ressent aujourd'hui sur la société. Ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'inégalité également. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien consacrer un mois entier pour ce genre de choses. La programmation s'adresse bien sûr à toutes les femmes. On commence aussi à solliciter auprès des collèges, même au niveau, je dirais, des écoles élémentaires, puisqu'on commence à parler aussi de tous ces sujets-là au niveau, je dirais, des enfants et je dirais aussi auprès de ces messieurs, puisque aujourd'hui, je considère que la société doit être sensible à ces sujets-là. Des parties zen avec des soins des mains, avec toute une série d'actions tournées vers elles. Et puis nous aurons aussi des autrices qui vont venir, puisqu'on dit auteurs, mais on dit aussi autrices, qui vont venir travailler avec nous sur le travail aussi de l'égalité femmes-hommes au niveau du sport, puisque le rugby, le foot, comme je vous le disais, travaillent avec nous. Et puis il y aura des conférences et puis aussi des petits déjeuners où nous allons pouvoir échanger avec la population. Les partenaires, bien sûr, ce sont tous les services de la ville, puisqu'on travaille aussi bien avec les quartiers politiques de la ville, avec les femmes des quartiers, mais également avec nos seniors dans la Maison Rousseau et avec toutes les associations qui sont partenaires de nos actions. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est le Football Club de Plaisir, le FOP, puisque nous avons aujourd'hui des équipes féminines qui travaillent avec nous. Ce sont toutes ces actions que nous mettons en place pour qu'au sein des agents de la collectivité, nous puissions avoir un travail égalitaire et de reconnaissance égalitaire des femmes par rapport aux hommes. Nous avons une autre commune de Saint-Quentin-en-Yvelines avec nous ce soir, c'est Guyancourt avec Bénédicte Ali-Cohen. La ville met en place depuis plusieurs années le temps des femmes qui a évolué. Oui. Alors oui, vous avez... Tout à fait. Allez-y. Tout à fait. Ça fait plus de 10 ans que nous avions ce qu'on appelle le temps des femmes. Et nous avons fait une belle évolution ces dernières années. En effet, je pense que le 8 mars, c'est un moment important, mais le mois de mars, c'était aussi un moment important. Et une étape supplémentaire, c'est Guyancourt s'engage et nous avons signé la charte de l'égalité, la charte européenne en septembre. Et c'est un engagement plus fort puisque toutes les collectivités peuvent se manifester et s'engager par rapport à cette problématique. Et oui, cette charte, elle vous oblige quoi à respecter des règles? Elle vous renforce votre engagement ou aussi vous donne un fil conducteur pour mieux respecter cette égalité que vous souhaitez mettre en place? Elle reste... les actions, on les menait déjà, mais c'est en effet dans tous les secteurs. Secteur de l'enfance, secteur de la jeunesse, secteur culturel que je porte, entre autres, mais aussi sur le travail, sur les violences. Et ça, c'était important que toutes ces thématiques soient revalorisées au niveau d'une collectivité. En fait, c'est le problème de l'égalité, c'est le problème de tous, hommes, femmes, mais aussi des collectivités. Et cette signature, elle est importante parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de toutes les communautés, les villes. Et je pense que c'est important d'avoir passé cette étape. Alors, on a créé un nouveau logo, égalité, et on a poussé un petit peu toujours notre parité sur la programmation culturelle. Et c'est vrai qu'il y a un élément nouveau qu'on a déjà exploité depuis 2 ans, c'est le matrimoine. Et en effet, le matrimoine, c'est un partenariat. Le matrimoine, on conclura dessus, Madame Ali-Cohen, si vous me permettez. C'est une grosse partie où depuis plusieurs années, vous travaillez dessus à Guyancourt. Il y a une notion moins joyeuse du côté du droit des femmes, c'est la sécurité. En 2020, 102 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires. 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Myriam Njimi, la Nouvelle Étoile, dont vous êtes la directrice, est opératrice d'un nouvel accueil à Versailles. Pourquoi ? Alors, oui, la Nouvelle Étoile, comme je disais tout à l'heure, a été créée depuis le 19e siècle, la campagne La femme et l'enfant, pour leur permettre
l'autonomie et leur permettre effectivement de retrouver une place dans la société. Et nous avons avancé sur nos projets et nous accueillons des femmes victimes de violences dans le cadre de l'hébergement. Et on se rend compte effectivement que il faut un travail en amont avant que la femme arrive à l'extrême de la situation où elle quitte le domicile et arrive en urgence dans l'hébergement. Et nous avons réfléchi sur une ouverture d'un accueil de jour pour femmes victimes de violences pour pouvoir mener aussi tout ce travail qui peut se faire à l'extérieur. L'accueil de jour a été inauguré hier à la journée des droits des femmes et on était ravis de l'ouvrir. Il se trouve à Versailles. Il accueillera toutes les femmes qui sont victimes de violences, qui peuvent trouver une petite maison chaleureuse avec l'ensemble d'équipements. On a essayé de faire en sorte que ça soit le plus accueillant possible, le moins institutionnalisé aussi, pour que ça puisse, qu'on se sente bien dedans, que la maman et l'enfant se sentent dedans. Et l'accompagnement qui est mis en place, c'est d'abord accueillir la personne dans un endroit sécurisé et sécurisant, l'écouter selon ses désirs, sa temporalité, les mots qu'elle a besoin de mettre, la question qu'elle va nous poser, et puis ensuite l'accompagner et prendre soin d'elle. L'accompagner dans ses démarches, dans le processus de sortie de violence. Ça peut être des rendez-vous à faire à mesure pour travailler avec elle la séparation, qui parfois est nécessaire pour qu'elle puisse sortir de cette violence. L'accompagner au niveau administratif aussi pour qu'elle puisse préserver ses documents parce qu'on permet la domiciliation et on a une bagagerie qu'elles puissent préserver aussi leurs documents et leurs effets personnels et surtout aussi prendre soin d'elles dans une salle, ce qu'on appelle la salle de soins et d'esthétique. Et puis on l'accompagne aussi physiquement à l'extérieur s'il y a besoin d'accompagner au commissariat pour le dépôt de plainte et éventuellement dans les rendez-vous médicaux à l'UMJ ou chez des médecins spécialistes pour pouvoir faire constater les violences et rester à côté d'elles jusqu'au moment où on la sécurise. Et là, effectivement, on passera le relais aux collègues, aux travailleurs sociaux qui sont chargés soit de l'accompagnement dans le cadre d'EHPAD ou dans une structure d'hébergement qui va la protéger et qui va continuer à l'accompagner. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre CHRS. Et puis, ce travail-là, ça peut durer un certain temps, c'est-à-dire avancer pas à pas dans le processus de sortie de violence avec les femmes qui le demandent. Donc oui, on imagine c'est bien sûr une démarche qui est toujours très difficile à faire. Il faut arriver à des mesures beaucoup plus drastiques. Anne-Laure Caro, notamment, le CIDFF est le référent départemental des suivis TGD, c'est le téléphone grave danger, et le BAR, le bracelet anti-rapprochement. En 2017, vous avez accompagné près de 1500 Yvelinoises victimes de violences conjugales. C'est un chiffre énorme. Elles ont le droit d'être protégées. Oui, alors c'est vrai que c'est des chiffres de 2019, mais sur 2021, voilà, on a les mêmes chiffres et on a même une explosion des demandes de téléphone grave danger, puisque maintenant on en a 40 sur le département et qu'on est sollicité quasiment quotidiennement pour rencontrer des femmes qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Donc c'est effectivement que ça soit le TGD ou le VAR, deux dispositifs de protection des victimes qui sont vraiment réservés pour le coup à des femmes qui sont en situation de grand danger, donc clairement dont la vie est menacée. On ne peut pas donner des téléphones à toutes les victimes de violence, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, il y a vraiment des situations de grand danger où il faut mettre en place rapidement un dispositif de protection pour éviter d'arriver aux chiffres que vous donniez tout à l'heure, des féminicides, effectivement, et des situations dramatiques. Oui, alors on vous entend, il y a des droits qui sont plus difficiles, j'imagine, qui peuvent atteindre s'ils ne sont pas protégés par contre ces droits, ça peut devenir dangereux pour les femmes. Vous avez des problématiques toutes les quatre différentes. Elles se rejoignent aussi beaucoup. Il y a un droit qui correspond à un autre. J'imagine que vous travaillez toutes en collaboration sur le territoire des Yvelines. Vous vous connaissez toutes à peu près. Peut-être Madame Gors, à qui j'ai moins donné la parole jusqu'à présent.
Oui, ben c'est vrai que déjà, nous, on est financé pour une bonne partie par le département, donc les territoires d'action sociale nous orientent beaucoup. Le CIDFF, ça a toujours fonctionné, en effet, avec eux. Hein. On travaille avec les pôles emploi, les missions locales, voilà, tous les partenaires, puisqu'on vient apporter une complémentarité avec la connexion à l'entreprise. Et donc, voilà, on arrive à une période avant l'emploi, mais à la reprise de confiance. Et c'est vrai qu'on oriente aussi facilement vers des structures pour les cas en effet de violence ou pour les cas où il y a vraiment un travail social à faire avant. Voilà, on est toujours sur une étape du parcours de la personne, quel que soit l'organisme qui nous l'envoie. Alors peut-être pour éviter de devoir chercher des informations autour de ces droits, il faut sensibiliser. On entendait Madame le maire de Plaisir tout à l'heure, Madame Ali Cohen qui nous l'en a présenté aussi, Anne-Laure Caro, notamment dans vos missions. Je vais repartir avec vous. Vous allez à la rencontre des jeunes pour les prévenir des comportements sexistes et violents. Oui, effectivement, quand on parle d'égalité, c'est aussi indispensable de sensibiliser les jeunes, voilà, puisque c'est eux qui vont mettre en pratique aussi après cette thématique-là. Donc c'est vrai que nous, on intervient dans les établissements scolaires sur ces questions-là pour réfléchir avec eux sur les représentations, les stéréotypes, voilà, comment ils voient les choses. Donc c'est intéressant et pour les jeunes et pour nous, voilà, d'échanger sur ces thématiques-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes et qu'il y a encore un travail de déconstruction à faire assez important. Myriam Mzimi, est-ce que vous, dans vos missions, vous disiez, vous accompagnez les femmes, est-ce qu'elles sont encore victimes de préjugés ou elles-mêmes coincées par des préjugés qui font qu'elles ne sont pas au courant des droits auxquels elles peuvent avoir droit, justement ? Je rejoins complètement ce que Madame Caro vient de dire. C'est vrai que c'est une question d'éducation et de changement de mentalité de la société en général. On le retrouve chez les femmes et on le retrouve aussi à l'extérieur. Et hier, nous avons fait un atelier débat avec les dames qui sont hébergées chez nous et on leur a demandé de nous dire quelle est la place de la femme au sein du couple, au sein de la société aujourd'hui, etc. Et on leur a donné la parole sans pour autant nous intervenir et les laisser donner leur vision des choses. Et on a été surprise, effectivement, je vous donne juste un exemple pour une dame qui nous a parlé du viol domestique, qu'elle ne déterminait pas comme étant un acte de violence vis-à-vis d'elle. Donc une autre nous disait pour la contraception, je vais voir avec mon mari pour voir si je peux effectivement demander une contraception. C'est pour vous dire comment, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la société et au niveau même au niveau de l'éducation par rapport aux jeunes pour la sensibilisation, pour la génération à venir. Les femmes que nous avons, on essaye de travailler avec elles pour les sensibiliser, les ouvrir et puis les informer sur les droits et les accompagner pour qu'elles puissent solliciter soit le CEDEF, soit les autres associations qui peuvent aussi les informer, notamment la PMI, etc., sur tout ce qui est contraception. Mais la génération à venir, on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore du travail. Je vais juste terminer. On est un peu prise par le temps, parce que nous sommes toutes des femmes ce soir sur l'émission. Je vais terminer avec vous, Madame Ali Cohen. Vous en avez vite fait parler tout à l'heure, puisque la ferme de Bel-et-Bas a lancé un réseau coopératif. Ça fait plusieurs années que vous travaillez autour du matrimoine. On parlait des droits, du futur, mais avec le matrimoine, vous remettez en place aussi tout ce qu'il y a eu avant. C'est quoi le matrimoine ? Le matrimoine, c'est remettre en place la part des femmes dans la vie quotidienne, dans la culture. Et justement, pour casser ces stéréotypes, il ne faut pas oublier qu'elle est 50% de la population, de l'humanité, et que c'est important qu'elle puisse, au travers de l'histoire, du classique, de la musique, elle puisse rejaillir, parce que souvent, elles ont été oubliées. Et donc, on va vous présenter sur nos services culturels 2 gros événements. Un, entre autres, musical qui s'appelle le piano révolutionnaire. Et en effet, avec Hélène de Mongereau, complètement inexistante, qui était une des plus grandes pianistes de l'époque et qui aujourd'hui, donc en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin, va pouvoir
revivre à l'auditorium très prochainement, le 17 mars, je crois. Et puis aussi, peut-être se poser la question si souvent dans nos autrices, dans nos créatrices, certaines n'étaient pas à l'ombre de leur mari, de leur frère, voilà. Et c'est très important au niveau de la culture de remettre en valeur ces femmes. Voilà. Je suis obligée de vous couper, le temps file vraiment trop vite. Je vous remercie toutes les quatre d'avoir accepté notre invitation tout au long de l'émission. Les sites internet, les numéros nécessaires pour se renseigner pour avoir ces droits sont apparus. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous l'avez bien compris, le statut de société est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.